On reçoit Beryl Wajman, qui est président de l'Institut des affaires publiques de Montréal. Bonjour, M. Wajman. Bonjour. Je vous pose d'abord à vous la question, est-ce qu'on en fait assez pour intégrer les communautés linguistiques culturelles au Québec? Mais pour moi, Québec a fait déjà en 1838. Et la majorité des Québécois, anglophones, francophones, allophones, n'avaient pas aucun sens d'histoire. 1838, c'est ici à Québec, quand Louis-Joseph Pépin note dans l'émancipation à toutes les minorités 20 ans avant l'Angleterre. C'est le sénateur Jacques Hébert qui m'a dit une fois que les vrais de solitude de Québec, c'est pas entre les anglophones et les francophones, c'est entre les 50% des francophones qui se souviennent qu'ils ont les héritiers d'un patrimoine progressiste politique non pareil en Amérique du Nord, de Papineau à La Fontaine, à Laurier, et les autres 50% qui restent dans une boîte, qui restent comme les défenseurs de noirceur. Et qu'est-ce que l'application de ça d'aujourd'hui? Nous avons maintenant, dans cette manifestation dimanche, pourquoi? Après 10 ans de paix linguistique, le loi 14. Le loi 14, c'est quoi? L'objection dans les communautés, pas seulement anglophones et allophones, mais francophones, sur du niveau. Le niveau macro, c'est que chaque fois que nous avons un gouvernement de Parti québécois, il fait la même procédure, la même ordre du jour. Promis partout, sont élus, prennent le pouvoir, il n'y a pas d'argent et c'est la faute de l'ancien gouvernement. Deux, arrêter chaque nouvelle source de puissance, de revenus, comme Mme Roy a fait avec gaz de schiste, l'huile sur anticaustique. Et troisième, créer, comme Jean-Charles Harvey a écrit dans son roman de 1939, la peur, la politique de la peur. L'identitaire. Exactement. Il y a une différence entre la politique nationaliste. Une personne peut être fédéraliste, une personne peut être souverainiste, mais deux personnes peuvent être en accord que s'il y a un vote clair, c'est une question claire sur l'indépendance pour Québec, la vaste majorité des non-francophones va rester à Montréal. Moi, certainement, j'arrivais ici de Paris. Mais il y a une différence entre ça et le nationalisme culturel. Quoi est le but de la loi 14? La loi 14, c'est honteuse pour nous comme Québécois. C'est dire à tous les Québécois, vous êtes enfants. Mais qu'est-ce qui vous fait tiquer davantage dans la loi 14? Parce qu'il y a toutes sortes de dispositions. Donc les communautés bilingues aussi pour les municipalités, c'est grave. C'est très grave. La Parti québécois, toujours, c'était le premier parti qui a parlé, depuis le début, de la démocratie locale. Le gouvernement de province doit respecter la démocratie locale. Bon, il y a 85 municipalités, la vaste majorité francophone, qui a fait les résolutions dans les 4 semaines passées. Nous voulons rester bilingues. Exact. Pas bilingue chaque jour, mais comme des bons voisins. Par respect. Bons voisins. Il y a aussi les entreprises de, je pense, c'est 5 employés et plus qui doivent maintenant tourner. Non, mais avant, 102 s'appliquait à 5 employés ou plus. Maintenant, c'est 26 ou plus. L'Institut Fraser fait un rapport l'année passée sur Québec que les petites entreprises au Québec dépensent 19 jours chaque année en remplir des formules gouvernementales. Avec cette nouvelle loi, ce sera 23. En plus de production, en plus de créer plus d'emplois, et le secteur PME, c'est responsable pour 80% des nouveaux emplois. Une haute responsabilité gouvernementale sur les dos des petites entreprises de faire quoi? Il y a une donnée qui m'a vraiment étonnée quand même dans le sondage. 42 là, je réfère au sondage CBC Ecos Research, 42 des anglophones ont déclaré avoir envisagé quitter le Québec au lendemain de l'élection du pays. Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans la communauté? Non, pas du tout, absolument. Mais maintenant, je sens une détermination par chaque communauté, parce que c'est pas 80, ça c'est pas 95. L'attitude, j'y suis, j'y reste. Et c'est une attitude que les anglophones et les allophones sont vraiment... C'est comme les nationalistes ont créé le rêve. Il a créé des communautés anglophones et allophones qui sont québécois et qui finalement disent, écoute, tu veux notre argent, nous sommes responsables pour 38% de les revenus collectés par Revenu Québec, donne un peu de respect. Nous sommes 88% bilingues. L'Office québécois de la langue française, juste un mois passé, fait un rapport qui dit que 93% travaillent en français. Même en West Island. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. Ça fait non, ils veulent pas l'entendre. Mais comment ça se fait que la communauté anglophone, bon, ils veulent rester ici, vous le dites, là, pourquoi ils se mobilisent pas plus que ça? Merde, on n'est plus aux belles années d'Alliance Québec. Et ça, la raison, c'est historique. Premièrement, quand tu regardes ces 4 groupes qui, maintenant, les 4 nouveaux groupes en opposition de la loi 14, si tu regardes les sites web, les médias sociaux, il y a plus de 25 000 membres. Bon, la manifestation, quelqu'un a dit en anglais, the biggest little demonstration ever. Mais, la plus grosse petite manifestation. Mais c'était tellement froid. Mais en général, je pense que les anglophones et les allophones vivent un peu dans une peur, parce que ce n'est pas totalement la faute des nationalistes. Dans les années 50,
qu'est-ce que c'est la première craque dans le dos de Duplessis? C'est Jean Marchand à Lac-Mégantic dans la grande grève de Johns Manville. Et il était côté à côté avec les syndicalistes anglophones, juifs, italiens. Malheureusement, les petits-enfants de cette génération, des juifs italiens et anglophones, ont oublié que les communautés étaient plus engagées à Québec. Québec n'est pas une place étrangère. Maintenant, les petits-enfants restent dans leur petit ghetto. Ils font les chèques à Centraide, oui, ils donnent à toutes les charités, mais n'est pas impliqué. Et c'est une peur culturelle, pas une peur physique. C'est une aliénation psychologique. Pour moi, Montréal, c'est Montréal. Quelqu'un m'a demandé, Louise Arra m'a demandé une fois, pourquoi tu es à l'aise, complètement à l'aise à Québec? J'ai dit, mais Louise, je suis Québécois. Je suis tellement à l'aise dans l'Est de Montréal, donner un discours à quoi. Mais les Québécois de souche en région ne considèrent pas les autres comme étant des Québécois. C'est pas des farces. Il y a encore cette mentalité-là. Je ne sais pas si c'est vrai maintenant. Moi non plus. Moi, je ne pense pas qu'on est rendu ailleurs. Pensez pas qu'on est rendu ailleurs. Quand on est en 2013. Oui. Allez sonder les reins et les cœurs. Moi, je ne suis pas sûr. Là, on recommence les accommodements raisonnables. Mais Stéphane, oui, mais ça, c'est le gouvernement. Je te parle dans la population. M. Weisman, il me semble qu'on est rendu ailleurs. Je veux juste... Oui. Je pense que la réponse, ça c'est la même réponse à la pointe de Stéphane. Oui. Tu te souviens pendant la dernière élection? Oui. Même le maire de Lac-Saint-Jean a dit... Ouais. Nous avons besoin de l'anglais. Ouais. Oui, mais il a dit quand même à Benabide... Pour le plan du Nord, oui. Ouais. Parce qu'il comprend que c'est l'économie que Québec peut être en compétition mondiale. Tu n'as jamais écouté d'un gouvernement nationaliste que, par exemple, qu'il y a 3 ans que Montréal a dépassé Boston pour le plus grand pourcentage des étudiants en université en Amérique du Nord, que le port de Montréal est le 3e plus rentable en Amérique du Nord. Oui, mais... C'est juste cette mentalité de paternalisme. Oh, pauvre francophone, c'est nous l'État qui doit de garder. Franchement, parce qu'on a été oppressés par les méchants Anglais. C'est ça. Le gouvernement semble à une place et la population à l'autre. Merci beaucoup, Beryl Weisman. Donc, président de l'Institut des affaires publiques de Montréal, d'être passé par nos studios pour répondre à nos questions. Maintenant, on veut vous entendre.